Alors évidemment, ce qui caractérise le manifeste écrit par Spinoza, c'est qu'il a pris un détour considérable. Il est remonté jusqu'au problème de l'interprétation du texte biblique, dont il a, d'une certaine façon, fondé la tradition exégétique et critique moderne, même si quelques contemporains vont aussi dans le même sens, et qui est un problème d'ailleurs plus que jamais d'actualité, non seulement pour le christianisme, mais pour d'autres religions, l'islam en particulier, etc. Bon. Et pourquoi a-t-il fait cela? Parce que la question fondamentale qui émerge à la fin du texte et qui constitue l'aporie d'une certaine façon de son dernier chapitre, c'est la question de la compatibilité entre la construction d'un État démocratique et la liberté de penser, qui veut dire en particulier la liberté de penser religieuse ou confessionnelle ou anti-religieuse, naturellement ça en fait partie aussi, dont il a une conception, je dirais, infini, ou en tout cas illimité. C'est-à-dire que Spinoza est quelqu'un qui pense que la démocratie mérite son nom si et seulement si la parole est intégralement libre. Bon. Alors ce problème se pose plus que jamais aujourd'hui. On ne sanctionne jamais, vous le soulignez à plusieurs reprises, c'est Spinoza qui parle, on ne sanctionne jamais les paroles, on ne sanctionne que les faits. Oui. Alors, ça en même aussi, temps, j'ai trouvé ça très intéressant. Oui, c'est très intéressant et en même temps, c'est un point de grande difficulté, comme j'ai essayé de l'expliquer, parce que la philosophie de Spinoza n'est pas une philosophie dans laquelle les paroles seraient en quelque sorte verbales, comme disait mon maître Althusser, c'est-à-dire sans efficace. Il a une conception performative avant la lettre, une conception pragmatique de la parole, qui est une parole active, qui est une parole puissante. Et par conséquent, il ne se fait aucune illusion, bien au contraire, il prend en compte le fait que quand on parle, on agit, et en particulier quand on parle dans la sphère publique, comme on le voit aujourd'hui plus que jamais. Bon, donc c'est un texte radicalement démocratique, si vous voulez. Mais ce qui est important, c'est que évidemment, pour qu'un régime se démocratise autant qu'il peut l'être, et c'est là que l'idée de démocratisation de la démocratie entre en scène, c'est-à-dire au-delà des formes institutionnelles figées ou considérées comme acquises, il faut que les masses deviennent politiquement actives. Et à partir du moment où les masses deviennent politiquement actives, elles sont prises elles-mêmes dans cet entre-deux que décrivait très bien Frédéric Worm, c'est-à-dire que leur capacité d'invention ou leur puissance d'agir et leur désir de liberté est un des éléments du tableau, mais ce que Spinoza appelait leur superstition, c'est-à-dire leurs espoirs et leurs craintes irrationnelles, leur volonté même d'obéissance, la tendance à la servitude volontaire, comme dira la Boétie, et l'autre branche, disons, du dilemme. Donc la situation dans laquelle se trouve la démocratie n'est jamais une situation de certitude ou de garantie absolue de survie, c'est une situation d'aléa et d'incertitude permanente. C'est une des raisons, pas la seule, mais une des raisons pour laquelle la démocratie fait peur. Et en même temps, une des raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas nous en passer, surtout au niveau européen, mais il faudrait avoir le temps d'en parler.